la session aujourd'hui a quand même assez de contenu. Je vais faire beaucoup de blabla, mais pour ceux qui sont visuels, la plupart des choses que je vais dire vont être inscrites sur le PowerPoint aussi pour vous aider à suivre. Puis, on va s'assurer que vous puissiez avoir accès à toutes ces informations-là par la suite. Pendant qu'on présente, on vous demande de mettre votre micro sur sourdine, mais comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, aujourd'hui, comme on est un petit groupe, on ne fera pas de groupe de discussion séparés. On va tous rester dans la même salle puis jaser en gros groupe. Donc, vous allez être invités à ouvrir votre micro pour pouvoir intervenir. Puis, si jamais vous êtes à l'aise de le faire, j'aime bien regarder mon mur vert et ma fenêtre derrière moi, mais j'aime bien aussi voir les visages à qui je m'adresse. Donc, si vous pouvez garder votre caméra ouverte, si vous êtes confortable de le faire, faites-le. Si vous n'êtes pas confortable, absolument, on comprend. Donc, vous pouvez fermer votre caméra à tout moment. Et puis, comme je vous dis, les sessions sont interactives, donc il y a toujours la boîte de chat que vous pouvez utiliser pour parler entre vous ou pour nous poser des questions. Puis, comme je vous disais, je vais aussi vous inviter à ouvrir votre micro pour pouvoir poser vos questions quand on va être rendu là. Directive pour favoriser l'inclusion. Donc, à chaque début d'atelier, à partir de la semaine passée et même depuis plusieurs années, jusqu'à la fin de l'été et dans toutes nos formations futures, on va répéter ces guides d'inclusion-là parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. On veut que quand les gens participent à nos formations, tout le monde se sente à l'aise puis en sécurité de partager son opinion, son information, même si cette personne-là n'est pas nécessaire. L'opinion de cette personne-là n'est peut-être pas nécessairement alignée avec d'autres opinions qui ont déjà été partagées. Donc, quand vous vous exprimez, on vous demande simplement de prendre en considération votre emplacement social, puisqu'il peut avoir un impact sur la manière dont vous percevez les choses ou dont vous construisez vos opinions. Donc, on parle de votre âge, de votre expérience avec le UMC. Par exemple, si ça fait 3 ans que vous êtes impliqué versus un membre qui vient juste de joindre il y a moins de 2 semaines, c'est sûr que vous n'avez pas la même expérience, mais ça ne veut pas dire que vos opinions ne sont pas valables à tous les deux. Donc, on parle aussi de genre, d'ethnicité, de langue, etc. Juste garder ça en tête quand vous vous exprimez. On essaye aussi de garder une trace de la fréquence à laquelle vous parlez, juste peut-être pour ne pas monopoliser la conversation puis offrir à tout le monde l'opportunité de s'exprimer. Il y en a qui sont un petit peu plus gênés, il y en a qui vont toujours attendre par politesse que d'autres aient fini de s'exprimer avant de s'exprimer. Donc, juste être consciente de ces petits détails-là quand on fait des discussions de groupe. Et puis aussi, si vous parlez au nom d'une autre personne, donc quelqu'un qui vous a raconté une expérience ou quelque chose dont vous avez été témoin, c'est important de garder en tête leur expérience puis leur point de vue versus comment vous avez perçu l'expérience qu'on vous a racontée. Donc, souvent, selon ce que vous avez vécu, selon la manière dont ça a été présenté, c'est possible que la compréhension ou l'expérience ne soit pas nécessairement la même pour la personne qui l'a vécu et vous qui racontez l'expérience. Donc, on essaie toujours de garder ça en tête aussi quand on s'exprime et de garder la confidentialité des membres de votre comité local, que ce soit au niveau des étudiants PER, que ce soit au niveau des membres du personnel ou des autres étudiants et étudiantes. On vous demande simplement de ne pas nommer. Ah ben oui, telle personne, là, tu sais, celle-là, là, ah ben, elle a fait ça. Donc, on essaie juste de vraiment dire une autre personne de mon comité local ou une connaissance, une amie, un ami m'a fait part de ça. Donc, simplement pour garder la confidentialité. Et puis, ça se rapporte aussi un peu au premier point, mais on évite de faire des suppositions. On ne connaît pas les autres gens qui sont dans la salle. On essaie de vous donner l'opportunité de mieux vous connaître, mais on ne connaît jamais toute l'histoire d'une autre personne avec qui on peut parler. Donc, on évite simplement de faire des suppositions sur ce que cette personne-là a vécu et d'où ses opinions ou la façon dont ça s'exprime, sur quoi ça peut être basé. Et quelque chose qu'on essaie de mentionner de plus en plus, c'est aussi d'être conscient de la balance de pouvoir entre les étudiants PER et les membres des comités locaux. Donc, de plus en plus, on essaie de vous encourager à ne pas utiliser un pronom possessif pour désigner les étudiants PER, donc notre étudiant PER sur notre campus,
On peut utiliser tout simplement les étudiants PER ou l'étudiant PER pour désigner une personne. Et encore là, tout en gardant la confidentialité. Est-ce que jusque-là, il y avait des questions? Ça me semble bien. Je vois des noms sur les écrans que je vois. Excellent. Donc là, ça va être le temps de muter, c'est vraiment pas un bon français, d'ouvrir vos micros. Puis on va faire, habituellement, on fait ça dans une petite salle de groupe séparé. Mais là, je pense qu'on va faire ça tout ensemble parce qu'on est quand même un petit groupe de francophones. Donc, je vous lance la question à tout le monde, puis ce serait bien si tout le monde pouvait participer. Je vous demande de nommer un ou une leader que vous admirez, que ce soit quelqu'un qui est présentement vivant ou quelqu'un qui a vécu à une autre époque, et nous partager pourquoi est-ce que vous pensez que cette personne-là était un leader ou une leader. Donc, ce que j'ai remarqué, j'ai pris des notes pendant que vous parliez tout le monde. Donc, ce qui est ressorti de ce que vous, des qualités ou de pourquoi ces personnes-là étaient des grands leaders ou des grandes leaders, c'était des personnes qui étaient capables d'intégrer les gens, qui étaient capables d'aller les rejoindre. C'était des gens qui étaient passionnés, qui étaient impliqués et dédiés à la cause sur laquelle ils travaillaient. C'est des gens qui étaient capables de créer un lien avec les personnes qui faisaient partie de leur équipe ou les personnes qui engageaient et qui avaient une reconnaissance du travail, de la contribution des gens autour d'elle ou lui. C'est des gens qui savaient combiner leur connaissance et l'application des théories, la mise en place de leurs idées pour qu'elles puissent prendre forme puis devenir réalité. C'est des gens qui étaient rassembleurs, c'est des gens qui avaient une vision puis qui se donnaient les moyens d'y arriver tout en étant inclusifs, mais c'est qui étaient vraiment capables de bien communiquer leur message tout en faisant preuve d'humilité. Donc, dans la façon dont vous avez présenté, il y avait toujours des points qui venaient se rejoindre, mais il y avait d'autres points où est-ce que c'était complètement différent. Donc, la façon dont les leaders décident de communiquer, la façon dont ils décident de rassembler, dont ils décident de mobiliser, dont ils décident de participer, en fait, c'est toutes des qualités, puis des habiletés, puis des compétences qui sont différentes d'un leader à l'autre. Dans la façon que vous l'avez imprimé, il y a plein de points qui sont ressortis, mais chaque point qui est ressorti n'est pas nécessairement applicable à chacun des leaders. Pourtant, on les considère tous comme étant des personnes qui ont un grand leadership puis qu'on admire. Donc, c'est un peu la conclusion aussi à laquelle je voulais vous amener en faisant ce petit exercice-là, c'est qu'il n'y a pas un seul type de leadership. Donc, peu importe comment est-ce qu'on approche notre leadership, puis ça va être le cas pour, en fait, chacun d'entre vous dans la manière dont vous approchez, dont vous développez vos capacités en leadership. Il n'y en a pas un de vous qui va appliquer son leadership de la même façon. Puis, c'est parfait comme ça. Donc, c'est quelque chose qu'il faut toujours essayer de garder en tête. Vous amenez vos propres forces, vous amenez aussi vos propres faiblesses, comme tout être humain, mais c'est ce qui fait aussi la force de votre leadership. Donc, juste pour qu'on puisse se situer un petit peu, on va regarder c'est quoi les différents styles de leadership. Puis pendant que je vous présente ça, on rentre dans la partie où est-ce que je fais un petit peu plus de blabla. Mais je vous inviterai à juste regarder les différents styles puis essayer de vous positionner. Voir où est-ce que vous pensez que vous vous situez, si vous êtes peut-être plus proche d'un style de leadership en particulier ou d'un autre. Puis après ça, on va pouvoir en discuter un petit peu. Donc, le premier type de leadership que je voulais vous parler, c'est le leadership autoritaire. Donc, vous avez la personne qui est en position de leadership qui est la seule en charge de prendre des décisions sans nécessairement consulter les membres de son équipe ou les personnes qui vont être affectées par cette prise de décision-là. Donc, c'est vraiment un style de leadership qui permet de prendre des décisions et d'implémenter des changements rapidement en réduisant le nombre de personnes qui est impliquées dans le processus décisionnel.
Par contre, il faut faire attention avec celui-là quand on décide de l'utiliser parce que les personnes visées ou affectées par ces décisions-là peuvent souvent se sentir exclues. Puis difficile de motiver les membres puis de les garder engagés au sein de l'équipe. En fait, je pense que je vais vous poser la question maintenant. Je voulais vous la poser plus tard. Je suis désolée, je regarde l'autre écran parce que vous êtes sur mon autre écran. Mais est-ce qu'il y en a qui peuvent penser à un moment récemment, disons dans peut-être les 2 dernières années, où est-ce que le leadership autoritaire a été le moyen utilisé par soit différents groupes, des gouvernements, et que ça a été, c'était, disons, l'option à favoriser en termes de leadership. Vous pouvez soit démuter votre micro ou écrire dans le chat. Si je vous donne peut-être un petit indice, quelle est la situation qu'on vit en ce moment au niveau planétaire? Donc, il y a Marianne, Sophie, je me permets, il y a Marianne VE qui vient d'écrire lorsque les gouvernements ont utilisé les baillons pour passer des lois. Oui, absolument. Il y a quand même eu un certain processus démocratique en termes d'avoir les discussions, mais effectivement, on avait une décision qui était déjà un peu imposée, puis il y avait moins d'ouverture de la part du gouvernement pour avoir des modifications faites au projet de loi qui était proposé. Mais j'essaie de vous amener à quelque chose vraiment d'actuel qui fait qu'on est tous chez nous en ce moment. L'urgence sanitaire, exactement. Donc, ça fait partie des styles de leadership, des situations où est-ce que le style de leadership autoritaire est priorisé en raison de l'urgence d'agir. Donc, vous avez plusieurs gouvernements qui, au Canada, on respecte quand même le processus démocratique, puis il y a une consultation interne au sein de l'équipe qui est faite. Donc, ce n'est pas seulement une personne qui prend les décisions, mais vous avez d'autres modèles de gouvernement un peu partout dans le monde où est-ce que les décisions ont vraiment été imposées rapidement sur la population, toujours avec l'idée de protéger les gens. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est pas là où je veux en venir, mais c'est un genre de situation où est-ce que le leadership autoritaire peut être priorisé par certaines personnes quand il y a une urgence d'agir. Le deuxième type de leadership que je voulais partager avec vous, c'est celui qui est démocratique ou participatif. Il porte les deux noms. Donc, c'est vraiment un style de leadership où est-ce que les décisions du ou de la leader sont vraiment basées sur la contribution des membres de l'équipe qui ont tous et toutes une opportunité égale de s'exprimer sur le sujet. Donc, ça peut être au niveau de consultation, ça peut être au niveau de vraiment faire un gros brainstorm ensemble pour arriver à la meilleure conclusion possible. Donc, c'est vraiment un style de leadership qui permet à tout le monde qui fait partie de l'équipe d'être inclus dans le processus décisionnel. Ça permet d'avoir plusieurs options, opinions et de les évaluer selon la contribution de tout le monde qui participe au processus. Puis, ça permet aussi de favoriser le développement des capacités de leadership de tous les membres de l'équipe, tout en s'assurant que le leader conserve la responsabilité de prendre la décision finale basée sur les recommandations de son équipe. Donc, pour ça, je ne vous demanderai pas d'exemple, mais c'est, dans le fond, le style de leadership dans lequel on vit au Canada présentement. Donc, c'est vraiment basé sur la démocratie et la participation de tout le monde dans les processus, à travers l'élection, à travers la délégation des pouvoirs aux députés qui sont élus aux chambres des communes. Ensuite, on a ce qu'on appelle le leadership du laisser-faire.
Donc, c'est vraiment un style de leadership que vous allez voir particulièrement dans les nouvelles entreprises, les petits startups, les entreprises où est-ce que tout le monde sont vraiment sur un pied d'égalité. Donc, il n'y a pas de hiérarchie nécessairement au sein de ce type de leadership-là, parce que toutes les responsabilités de leadership sont réparties de manière plus ou moins égale à travers tous les membres. Donc, la personne qui est un peu le ou la chef de ce groupe-là ou de cette organisation-là s'en remet vraiment à ses membres puis aux membres de l'équipe pour prendre les décisions nécessaires. Donc, c'est ce qui permet c'est vraiment un style de leadership qui permet de renforcer les capacités de leadership de chaque membre de l'équipe parce que tout le monde a un peu de leadership sur ses épaules. C'est un style de leadership qui permet de ne pas avoir de cadre ou de structure fixe au sein de l'équipe. Ça peut être une bonne ou une mauvaise chose selon les situations. C'est vraiment à vous d'en juger selon la situation à laquelle ça s'applique. Et ça permet vraiment à tout le monde de se sentir impliqué et de se sentir valorisé au sein de l'équipe parce que tout le monde a le même niveau de responsabilité. Donc, comparativement au leadership démocratique, la décision ne revient pas à une personne, la décision repose sur tout le monde. Donc, c'est un processus qui peut être un petit peu plus lourd, mais si vous pensez, par exemple, à une structure de comité local où est-ce qu'il n'y a pas de président ou de coprésident, où est-ce que tout le monde est plus comme co-VP et chacun comme sa responsabilité, mais il n'y a personne en haut qui vérifie et qui s'assure que tout le travail est fait, puis qui prend les décisions finales, qui signe tout. C'est vraiment tout le monde travaille ensemble. Donc, ça peut bien fonctionner, ça peut moins bien fonctionner. C'est vraiment selon le style de leadership aussi à l'intérieur, parce que chacun des membres, ça va être le style de leadership de la structure, mais chacun des membres de cette équipe-là peut aussi avoir un style de leadership qui est différent. Donc, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas? Ça dépend. Ensuite, vous avez le leadership paternaliste, que je préfère appeler leadership parental, parce que c'est pas obligé d'être un père, ça peut être une mère, ou une personne non-binaire. Donc, je vous le laisse en parenthèse parce que ce n'est pas son nom officiel, mais c'est comme ça que je vais l'appeler dans la présentation. Donc, le style de leadership parental, ça repose vraiment sur des valeurs familiales. Donc, au sein d'une famille, là, je mets vraiment des guillemets typiques, vous avez des valeurs d'obéissance. Donc, quand papa, maman disent quelque chose, il faut respecter ce que les parents disent. On respecte toujours nos parents et il y a une confiance aussi qui s'installe au sein de la famille. Donc, on sait, encore là, dans une famille typique, entre guillemets, on sait qu'on peut compter les uns sur les autres quand jamais il y a des choses, si jamais il y a des choses qui surviennent. Donc, un leader qui agit selon ce style de leadership-là va vraiment agir en tant que figure parentale pour guider les membres de son équipe qui vraiment va considérer comme ses enfants d'une famille très, très, très élargie pour les amener à prendre les bonnes décisions, pour s'assurer que son autorité est respectée par tous les membres de l'équipe. Donc, c'est ce qui permet d'avoir vraiment une hiérarchie claire. Donc, comparativement au leadership du laisser-faire que vous avez vu sur la slide précédente, avoir un style de leadership qui est paternaliste, c'est très clair c'est qui a les décisions et ensuite, c'est quoi sont les étapes de délégation du pouvoir en dessous de la personne qui dirige. Donc, ça permet aussi de guider les membres de l'équipe. Donc, d'offrir une assistance à chacun des membres de l'équipe pour que le travail soit bien fait selon les critères du ou de la leader. Donc, ça permet de développer quand même les capacités des gens, des membres de l'équipe qui vous accompagnent, mais toujours selon les critères de succès du leader. Et ensuite,
Vous avez le leadership de mentorat. Donc, c'est vraiment un style de leadership qui est axé sur le renforcement des capacités qui sont propres à chaque membre de l'équipe. Donc, une personne qui a ce style de leadership-là va, par exemple, être capable d'assigner des nouvelles tâches ou de donner l'opportunité à un membre de l'équipe de travailler sur un projet qui était peut-être pas supposé, sur lequel il n'était peut-être pas supposé travailler, mais qui, selon ce que le leader a remarqué au niveau des capacités et du potentiel des membres de son équipe, bien, il a dit cette personne-là, je pense qu'elle serait capable de travailler sur ce projet-là. Je veux lui donner l'opportunité de développer ses capacités. Donc, voici ce que je pense qu'on peut faire. Pardon. Et tout au long du processus, étant donné que c'est une décision qui a été prise par le leader, bien, cette personne-là va apporter vraiment ses conseils, toujours donner du feedback, toujours être là pour offrir un appui dans le processus pour être sûr que la personne soit capable de vraiment bien développer ses capacités et de s'améliorer dans ce domaine-là. Donc, ça permet aussi de bâtir une équipe qui est vraiment solide parce que le leader va bâtir son équipe selon des gens qui ont des compétences ou des capacités qui sont complémentaires. Donc, il ne va pas prendre, par exemple, quelqu'un ou juste des gens qui sont excellents en communication. Il va aller chercher une personne qui est bonne en communication, une personne qui est bonne en planification d'événements, une personne qui est bonne au niveau des finances, de la gestion du budget, puis une personne qui est vraiment bonne au niveau du support social, par exemple, pour accompagner un étudiant ou une étudiante PER. Donc, en termes de comment est-ce qu'on recrute notre équipe, ce n'est pas nécessairement, quand on a ce style de leadership-là, ouvert à tous et à toutes, mais de dire, bien, voici ce que je recherche et je veux des gens qui correspondent à ce profil-là pour pouvoir vraiment bâtir l'équipe que je veux, mais c'est aussi ce qui permet de favoriser une super bonne collaboration parce que tout le monde a ses tâches puis tout le monde a la capacité de vraiment grandir à travers les expériences qui sont données par ce type de leader-là. Je suis sûre ce qu'il y a après dans ce slide-là. Est-ce que vous avez des questions? Si jamais vous en avez, vous pouvez soit les écrire. Parfait, très clair, merci beaucoup. Je vais peut-être aller un petit peu vite, mais comme je vous dis, vous allez avoir l'enregistrement de moi qui blablate et les slides pour avoir accès à tout le contenu. Et maintenant, moi, je vais vous poser une question. Pensez-vous que ces styles de leadership-là sont vraiment cadrés ou est-ce que c'est possible de les mélanger? Est-ce qu'il y en a un, par exemple, que vous trouvez plus intéressant que d'autres, que vous aimeriez implémenter ou vraiment développer vos capacités pour être en mesure de devenir ce type de leader-là? On the spot, ouvrez vos micros. Ben, je peux y aller. Ah, oui, vas-y, vas-y. Je peux y aller. Dans le fond, moi, je trouve le mentorat vraiment intéressant là, parce que ça permet aux membres de développer leur empowerment, là, de devenir, d'avoir du pouvoir là, sur les projets et tout. Fait que ça, c'est celui qui me parle beaucoup. Puis démocratique participatif aussi parce que c'est beaucoup plus inclusif que d'autres styles. Mais je pense que des fois, tout dépendant de la situation, on peut se promener d'un leadership à l'autre. Je pense pas que c'est fixé dans le temps, mais peut-être que des fois, on a plus tendance à aller vers un leadership en tant que tel, puis tout dépendant des situations, là, se promener entre les types, là, à mon avis. Absolument. Il y avait quelqu'un d'autre qui voulait ajouter quelque chose? Oui, j'aimerais bien. Oui. Pour moi, ça serait le mentorat. Moi, ça fait partie un peu un travail d'équipe, dans le fond, que chacun a ses forces et qu'on se divise toutes les tâches et qu'on arrive plus à. Chacun a ses forces et que ça aide plus à faire de quoi de plus concret. Oui, absolument. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait se
se prononcer ou ajouter quelque chose? Pardon. Parfait. Donc, effectivement, ce que vous avez mentionné, je pense que ça s'applique. C'est vraiment à vous de décider quel type de leader vous voulez être, en prenant en considération aussi c'est quoi les tâches que vous devez accomplir. Donc, chacun de vos comités locaux sont différents. Vous n'avez pas tous et toutes les mêmes expériences, le même bagage, la même compréhension de certaines situations. Donc, en tant que leader, c'est aussi être capable de s'adapter à la situation selon le style de leadership puis d'être capable de sélectionner le style de leadership, je finis par le dire, qu'on veut prendre, mais aussi être capable de travailler avec d'autres types de leaders. Donc, vous avez tous, en joignant un comité local ou en vous impliquant dans n'importe quel autre type d'activité que vous faites dans votre vie de tous les jours, que ce soit au sein de votre établissement scolaire ou que ce soit à l'extérieur pour vos passe-temps, vous allez rencontrer des gens qui ont des capacités de leadership et des styles de leadership vraiment différents, puis qui peuvent aussi ne pas percevoir la situation de la même façon que vous. Donc, dans un exemple donné, vous allez avoir des personnes qui disent « Ah ben non, il faut que la décision soit prise maintenant, on n'a pas le temps de consulter tout le monde. Je vais peut-être y aller avec un style de leadership qui est paternaliste en disant « Je pense que c'est la bonne chose pour vous. Êtes-vous d'accord en vous attendant à ce que tout le monde dise oui? » Et c'est comme ça que la décision va être prise, alors qu'une autre personne qui est membre de votre comité local va dire « Non, 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 on ne peut pas faire ça. Il faut vraiment demander à tout le monde. Il y a telle personne qui a des compétences dans ce domaine-là. Peut-être que ça serait bien d'amener cette personne-là dans la discussion. Donc, il y aller peut-être plus pour une approche démocratique ou une approche de mentorat. Donc, c'est aussi d'être capable de jongler avec ces différentes perspectives-là au sein d'un comité local pour dire « OK, mais pourquoi est-ce que tu ferais ça comme ça? » D'avoir cette discussion-là pour en venir à la meilleure approche de leadership à utiliser. Donc, ça, c'est quelque chose, par exemple, qui peut souvent arriver entre deux coprésidents, coprésidentes ou entre un VP, quelque chose, et son président ou sa présidente. Donc, c'est être capable aussi de mettre des mots sur ce que la personne exprime et pourquoi son opinion peut diverger pour que vous puissiez en venir à une conclusion. Donc, je ne m'avancerai pas trop là-dedans parce que ça, c'est quelque chose qu'on va toucher au mois d'août. Donc, on va avoir une session complète, 1h30, sur vraiment c'est juste en anglais, mais la gestion de votre comité local, puis comment faire face à certains défis au niveau interne, au niveau de la structure. Donc, je vais juste en glisser un mot ici, peut-être planter la graine, puis on va y revenir au mois d'août pour celles et ceux qui peuvent être parmi nous à ce moment-là. Puis encore là, la session au mois d'août va être enregistrée, donc vous allez pouvoir y retourner si jamais, et vous y référer si jamais vous avez, si vous ne pouvez pas assister à la présentation en personne. Donc, maintenant qu'on a un peu déterminé, je ne vous demanderai pas quel style de leadership vous identifiez, parce que votre style de leadership demeure vraiment une question qui est plus personnelle selon vos choix et selon comment vous voulez l'implémenter. Mais peu importe quel style de leader vous êtes, particulièrement quand vous faites partie d'un comité local, une de vos responsabilités en tant que leader et en tant que personne qui a participé à une formation qui est donnée par l'une des employés de l'EMC, c'est d'être capable d'être en mesure de partager vos connaissances. Donc, pour partager vos connaissances, on a identifié, en fait, il y a deux façons ou deux styles de partage de connaissances que vous pouvez utiliser. Donc, la première question, c'est, en fait, la première façon, c'est de donner une formation. Et moi, je vais vous demander, ça veut dire quoi, donner une formation? Si je vous dis, allez préparer une formation, qu'est-ce que vous vous attendez à devoir préparer? Encore une fois, vous pouvez enlever la sourdine de votre micro ou écrire dans la boîte de discussion.
Hum. Oui, Jérémy. Ben, moi, je pense que c'est comme de former d'autres personnes à des éventuelles expériences ou à, tu sais, moi, quand je pense à formation, je pense surtout, exemple, pour un métier, de dire, ben, je vais te former à faire telle ou telle tâche. Mais je pense aussi que c'est peut-être, ça peut être aussi plus global dans la vie de tous les jours. Je pense que c'est comme vraiment euh, enseigner quelque chose à quelqu'un pour lui apprendre. Ça peut être aussi simple que de dire je vais te faire, je vais t'apprendre à faire les gazons, exemple, que ça peut être une genre de formation. Pour moi, c'est ça une formation, là. Oui, absolument. T'es pas mal pile dessus. Donc, une formation, c'est vraiment sur ce qui repose, ça repose sur l'acquisition de connaissances, de compétences et ou d'habiletés à travers l'enseignement. Donc, c'est pas obligé de se dérouler. Souvent, quand on pense à la formation, puis Jérémy, tu l'as mentionné, notre premier réflexe, c'est de penser à une salle de classe. Donc, quand on voit une formation, c'est quelque chose de spécifique, c'est pour un métier, c'est pour vraiment développer nos connaissances, mais il y a aussi des choses qui peuvent s'apprendre sur le terrain en termes de compétences, donc apprendre à tondre le gazon, par exemple. Habituellement, ça, vous ne faites pas ça dans une salle de classe, vous faites ça dans un jardin, un espace vert, où est-ce qu'il y a de la pelouse et où est-ce que vous avez accès à une tondeuse. Donc, les différents types de formations, ça peut être des leçons individuelles ou de groupe, ça peut être des présentations magistrales, ça peut être un enseignement en ligne, donc très similaire à ce que je suis en train de faire en ce moment. Ça peut être un accompagnement individuel ou de groupe aussi, donc vraiment du coaching, du mentorat, de vraiment accompagner la personne à travers le processus d'apprentissage pour qu'elle puisse avoir ses connaissances, les compétences et les habiletés dont elle a besoin. Donc ça, formation, c'est la première option. La deuxième option, l'animation. C'est quoi une animation? Puis je ne parle pas des dessins animés. Pourquoi est-ce qu'on prend la peine de mettre le mot animation séparément d'une formation? Parce qu'il y a de l'animation qui est faite pendant les présentations magistrales, pendant l'enseignement, pendant les formations. Mais pourquoi est-ce qu'on met ça séparément d'après vous? Ben, dans le fond, moi, j'ai l'impression que la formation, c'est beaucoup le contenu qu'on va donner. Puis l'animation, c'est la manière qu'on va l'apporter. Donc, c'est plus les ressources humaines qui vont amener le contenu, la manière qu'ils vont l'apporter aussi là, au groupe. Oui, absolument. Moi, je rajouterais que des fois, on fait de la formation où là, on veut faire passer différentes ou partager différentes notions, puis tout ça. Puis quand on anime un comité, ben des fois, ça peut être juste ludique. La fonction, là, c'est plus de garder le lien, de garder le contact. Fait qu'on peut animer un comité en utilisant les réseaux sociaux sur nos groupes fermés, en publiant des messages pour rappeler l'existence du groupe ou l'existence des activités, puis garder le comité en vie, finalement. Oui, absolument. Donc, en fait, Marianne, Annie, vous avez un peu toutes les deux raisons. L'animation, c'est un processus qui est utilisé par des personnes pour offrir la formation. Donc, c'est vraiment pour permettre aux participants de développer en collaboration leurs compétences et leurs connaissances. Donc, c'est la manière, donc une présentation magistrale, par exemple, qui a vraiment pour objectif de passer l'information vraiment dans un seul sens. Lorsque c'est de l'animation, l'information passe dans les deux sens. Donc, la personne qui va animer va habituellement apprendre et bénéficier de la discussion tout autant que les gens qui participent, par exemple, au groupe de consultation ou au groupe de discussion. Donc, c'est souvent une technique ou un processus qu'on peut utiliser justement pour faire des consultations. Beaucoup en matière de résolution de conflits. Donc, en termes de gestion du comité local,
quand vous avez des conflits à résoudre à l'interne, souvent, ça va être la méthode qui va être privilégiée. Quand il s'agit de réunions de planification, par exemple, donc vous voulez planifier votre année en tant que comité local, tout dépendant de votre style de leadership, normalement, ça ne devrait pas être une présentation magistrale où est-ce que tous les membres des comités locaux sont assis dans la salle et vous, en tant que chair ou co-chair, vous, présidente ou coprésidente, vous allez à l'avant et vous dites, bien, voici ce que va être notre année. Donc, c'est plus de travailler ensemble pour déterminer de quoi l'année va avoir l'air. Peut-être un peu pour les comparer. Donc, je vous ai fait ce magnifique petit tableau-là. Donc, en fait, quand on donne une formation puis qu'on fait de l'animation, c'est pas nécessaire d'avoir exactement les mêmes qualités ou les mêmes compétences pour faire l'un ou l'autre. Donc, quand on fait une formation, ça, vous l'avez mentionné, c'est des gens qui ont une excellente connaissance du sujet. Il faut qu'on soit capable. Donc, par exemple, un professeur en chimie, on s'attend à ce qu'il connaisse les formules, puis qu'ils soient capables de vous enseigner vraiment les principes de chimie pour qu'ensuite vous puissiez les appliquer. C'est une personne qui doit être capable de vulgariser et de présenter les informations de manière à ce que la personne qui reçoit l'information soit capable de l'assimiler. C'est une personne qui a capacité de répondre adéquatement aux questions. Donc, si moi, quelqu'un me demande c'est quoi la formule chimique de telle chose, je ne peux pas vous répondre, j'en ai aucune idée. Donc, je ne serais clairement pas qualifiée pour faire une formation en chimie. C'est vraiment quelque chose qui est axé sur le contenu. Donc, c'est une communication qui est, moi, j'ai le contenu et je vous le transmets. Tandis que quand on anime, on n'a pas besoin d'avoir des connaissances nécessairement approfondies sur le sujet parce qu'on se base sur notre capacité à poser des bonnes questions, puis la capacité des participants à essayer de répondre puis à amener leur point de vue sur ces questions-là. Puis c'est aussi une personne qu'il faut qu'elle ait la capacité de mener une discussion puis d'amener tout le monde un peu à un consensus. Donc souvent, quand on commence une discussion, les gens vont avoir des opinions qui sont différentes, divergentes. Et plus on avance dans la discussion, plus c'est la responsabilité de l'animateur ou de l'animatrice de vraiment ramener ces personnes-là vers un terrain d'entente où est-ce qu'on arrive à une décision finale. Donc, c'est vraiment, au lieu d'être axé sur le contenu, c'est vraiment axé sur les résultats. Donc, comment on y arrive, c'est pas nécessairement la priorité, mais c'est qu'on y arrive. Donc, c'est quelqu'un qui va être capable de planifier ses discussions, puis capable de s'adapter aussi selon les différentes communications, parce que la communication, elle va pas juste comme ça, je ne sais pas si vous me voyez sur l'écran, mais elle va dans tous les sens. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est capable de recevoir des communications de chacun des côtés, puis de les relancer, puis de jouer avec ça pour vraiment créer un tout à la fin. Est-ce que ça fait du sens jusqu'à date? Juste un hochement de tête, ça peut faire. Parfait. Je vois des hochements. Et là, on tombe dans les types d'apprenants. Donc, je vous rappelle, tout ça, c'est vraiment pour vous amener, juste rappeler l'objectif, parce que des fois, ça peut sembler, on a parlé de leadership, on a parlé de type de formation, puis là, on parle de type d'apprenant. Je vous rappelle que l'objectif de cette session-là, c'est vraiment de vous préparer à être capable de transmettre vos connaissances, ce que vous apprenez pendant les différents ateliers cet été, à votre comité local d'une manière qui est efficace, mais d'une manière qui permet aussi à tout le monde d'être inclus et à tout le monde de bien comprendre ce que vous transmettez. Donc, vous pouvez simplement les envoyer voir la vidéo, mais vous pouvez aussi adapter un peu les formations pour bâtir quelque chose qui est vraiment plus adapté à votre comité local. Puis, c'est ce qu'on veut vous encourager à faire à travers cette formation-là d'aujourd'hui. Donc, certains d'entre vous vont déjà avoir entendu ça, donc je ne passerai pas nécessairement trop de temps là-dessus non plus, mais normalement, quand vous êtes à l'école secondaire, on vous fait faire un test dans mon temps, je suis peut-être rendue un peu trop vieille, mais on vous fait faire un petit test pour identifier si vous êtes des personnes qui apprennent mieux visuellement, auditivement
ou par expérience, donc kinesthésique. Donc, quand vous êtes, donc si vous êtes une personne visuelle, par exemple, vous allez apprendre beaucoup plus facilement quand on va vous donner du matériel à lire, quand vous allez avoir des feuilles imprimées, quand vous allez avoir quelque chose dans les mains que vous pouvez vraiment lire et vous y référer aux besoins. Quand un professeur va prendre des notes sur le tableau ou utiliser des gros post-it ou des flipcharts pour que vous ayez accès à l'information puis vous puissiez la voir. Donc, d'avoir une présentation PowerPoint aussi ou de faire un exercice écrit, c'est quelque chose qui aide beaucoup les personnes visuelles à assimiler l'information qu'on leur transmet. Tandis que si vous êtes une personne auditive, les présentations magistrales habituellement sont plus faciles pour vous à suivre. Donc, en ce moment, par exemple, de simplement m'écouter sans regarder mon PowerPoint, ça peut être suffisant pour une personne qui est auditive, alors que la personne visuelle va lire ce qui est sur mon PowerPoint pendant que je parle. Au niveau des personnes auditives aussi, les discussions de groupe, projections vidéo, des podcasts, des enregistrements audio. Donc, c'est vraiment toutes des choses, tout ce qui passe par les oreilles. Dans le fond, alors que visuel, c'est vraiment tout ce qui passe par les yeux. Et pour les personnes kinesthésiques, donc qui apprennent vraiment par l'expérience, c'est vraiment mettre la main à la pâte. Donc, après avoir reçu une information, il faut que ces personnes-là la mettent en pratique. Donc, que ce soit à travers une mise en situation, un exercice de groupe, une application dans la vie réelle, de tester une théorie, puis de voir si ça fonctionne vraiment, par exemple, après un cours de physique. Donc, de vous l'expliquer sur papier, sur tableau, puis visuellement, quand vous êtes un apprentissant par expérience, ce ne sera pas suffisant. Vous allez devoir voir la physique appliquée devant vos yeux, puis le faire pour être capable de dire « Ah, OK, ça fonctionne. C'est la formule, c'est ça que ça sert. » Donc, ces trois types de présentation, de style d'apprentissage-là sont importants à prendre en compte quand vous préparez une formation pour les membres de votre comité local, parce que les chances sont que si vous êtes une personne visuelle, bien, vous allez penser à avoir du matériel de lecture ou des feuilles imprimées ou présenter un PowerPoint, mais si vous êtes une personne auditive, puis que vous pensez que juste une présentation, pour vous, une présentation magistrale, ça fonctionne, donc vous préparez une présentation magistrale, bien, vous venez de perdre les personnes visuelles puis les personnes kinesthésiques dans votre présentation parce que pour ces personnes-là, ce n'est pas suffisant. Donc, ils vont vous perdre un peu pendant votre présentation. Donc, pour vous assurer que vous êtes capable de transmettre les différentes connaissances vraiment de manière efficace pour permettre à tout le monde, peu importe le type d'apprenant ou d'apprenante qu'ils sont, de vraiment assimiler l'information que vous leur transmettez. Mais c'est important d'avoir ces trois types d'apprentissage-là puis de les intégrer dans les formations que vous préparez. Donc, par exemple, aujourd'hui, ben oui, je parle, c'est un webinaire, mais vous avez aussi le PowerPoint si vous êtes visuel. Et à la fin, vous avez un exercice comme je vous ai annoncé au début. Donc, comme ça, je vais chercher un peu toutes les personnes. C'est sûr que je fais beaucoup de blabla, mais vous avez quand même des chances de mettre ça en pratique puis d'en discuter ensemble pour vraiment être sûr que tout le monde a compris, tout dépendant, encore une fois, quel type de personne ou d'apprentissage vous faites. Des questions? J'ai pas mal fini le blabla. Là. Après ça s'en va, ça va être à vous. Là. Tout le monde reste silencieux. C'est bien. Tant que vous restez silencieux parce que vous avez compris, pas parce que vous êtes gêné, c'est correct. Donc, on va passer, puis si jamais il y a des questions qui vous viennent en tête, ce n'est pas parce que je continue que vous devez vous empêcher de rajouter des choses dans la boîte de messagerie. Donc, gênez-vous pas, même si je parle, pour écrire vos questions avant que la question vous échappe et que vous vous en souvenez plus. Donc, comment est-ce qu'on planifie? Là, on sait qu'on peut décider soit de donner une formation ou soit de faire de l'animation.
On sait qu'on peut utiliser différents styles de leadership en préparant notre formation pour être sûr d'intégrer ou non, mais habituellement, on préfère l'intégration et l'inclusivité, les différents membres du comité local dans le processus de décision ou dans la formation. Puis, on sait qu'il faut présenter l'information au moins de 3 manières différentes pour être sûr que tout le monde puisse ressortir avec les acquis et les compétences. Donc, à quoi est-ce qu'il faut penser quand on planifie la session? Eh bien, on a une réponse pour vous. Donc, ce que vous devez identifier quand vous préparez une session, c'est vraiment de commencer avec c'est quoi votre objectif? C'est la première chose. Souvent, on va dire ah, j'ai envie de faire ça. Comment je peux le faire? Non, on ne commence pas avec ça. On commence avec qu'est-ce que vous voulez que les gens, les membres de votre comité apprennent ou retiennent de ce que vous voulez partager avec eux. Ensuite, une fois que vous avez votre objectif, c'est OK, bien, c'est quoi les informations clés? Donc, si jamais, par exemple, je veux donner une formation sur comment planifier un événement, parce que votre comité, cette année, s'est dit OK, on va avoir un peu de temps à l'automne, on veut faire un événement. Comment est-ce que j'amène tout le monde à avoir les compétences nécessaires pour qu'ensemble, on puisse planifier un événement d'envergure où est-ce qu'on va avoir comme plus que 75 personnes? Donc, votre objectif, c'est de partager vos apprentissages en termes de planification d'événements et vous voulez que les membres du comité retiennent comment planifier un événement et qu'ils participent à la planification de cet événement-là. Donc, les informations clés que vous devez partager. C'est quoi? Donc, on regarde à, bon, est-ce qu'on a un budget, par exemple? Donc, si vous avez un budget, si vous avez des fonds, est-ce qu'il y a des demandes de financement à faire? Est-ce que, c'est quoi les étapes de la planification d'un bon événement? Est-ce qu'il y a des différentes tâches, responsabilités qu'on veut redistribuer à travers les membres du comité? Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en charge de trouver je ne sais pas moi si vous voulez faire, on va rester dans le classique, vous voulez faire une conférence avec 4 panélistes. Mais comment est-ce qu'on identifie le sujet? Comment est-ce qu'on identifie les panélistes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est responsable de les contacter? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est responsable de booker la salle? Qui fait les affiches? Qui fait la promotion? Donc, on identifie un peu c'est quoi ces informations clés-là qu'on veut partager. Comment est-ce qu'on partage l'information? Donc, c'est là qu'on vient. Est-ce qu'on fait une formation? Donc, est-ce que c'est moi qui est debout ou vous, en avant de votre comité, vous dites, bon, ben, voici les étapes, comment on planifie un événement, voici les différentes responsabilités, qui est intéressé à les faire, ou est-ce qu'on s'assoit en table ronde puis on fait un go brainstorm à propos de comment est-ce qu'on peut planifier le meilleur événement de la vie de notre comité? Donc, ça va selon vos objectifs aussi. C'est vraiment à vous de décider selon ce que vous voulez atteindre et les informations que vous avez à partager. Toujours en vous rappelant que il y a 3 types d'apprentissage à prendre en considération. Donc, si vous avez juste la discussion de groupe, les personnes qui sont visuelles, bien, peut-être avoir une flipchart à côté pour pouvoir prendre des notes pendant que vous avez la discussion. Ou peut-être, pour les personnes qui sont kinesthésiques, bien, pensez à c'est quoi les ressources déjà existantes. Est-ce que le UMC a déjà créé un guide de planification d'événements qui est disponible sur leur site web? Ah, ben oui, gadon! Donc, peut-être que c'est un outil que je peux partager avec les membres des comités locaux. Donc, regardez à c'est quoi les ressources qui sont déjà existantes. Est-ce que vous avez vu passer sur les médias sociaux un autre comité qui a fait un gros événement que vous avez trouvé vraiment génial puis dont vous aimeriez vous inspirer? Bien, pourquoi pas contacter ces membres de comité local-là et dire « Hey, on a vraiment aimé l'événement que vous avez fait l'année passée. Est-ce que vous pourriez partager avec nous comment vous l'avez planifié? » Comme je dis, est-ce que l'UMC a créé des ressources? Est-ce qu'il y a quelqu'un au sein de l'UMC qui est responsable de vous accompagner en termes de planification d'événements? Si ce n'est pas le cas, on passe. Est-ce qu'il y a un professeur aussi qui a de l'expérience? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui supporte votre comité local au sein de votre institution qui peut vous offrir un support? Par exemple, est-ce que vous pouvez contacter votre association étudiante pour voir s'il y a du financement qui est disponible pour l'organisation d'événements?
Donc ça, c'est vraiment de regarder qu'est-ce qui existe déjà pour pas que vous ayez à repartir de zéro à chaque fois, parce qu'il y a habituellement beaucoup de choses qui ont déjà été faites et que vous devez simplement adapter à votre réalité. Et finalement, comment est-ce qu'on s'assure que les membres du comité ont une bonne compréhension des informations qui sont partagées et qui sont en mesure de les mettre en pratique? Donc, une des méthodes, c'est de simplement dire « Avez-vous des questions? » Mais vous pouvez aussi dire « OK, bien, comme exercice, si je reste dans ma planification d'événements, bien, j'ai imprimé des copies du guide de planification d'événements créé par le UMC, puis on va juste faire un petit exercice pour commencer à réfléchir à notre planification d'événements. Comme ça, tout le monde va être capable de voir les étapes de quoi ça a vraiment l'air en termes de planification. » Donc, encore là, ça dépend vraiment de c'est quoi votre objectif, de c'est quoi votre sujet, mais toujours trouver un moyen à la fin de vraiment faire soit une conclusion ou de vous assurer vraiment que vous laissez personne partir sans qu'il ait compris l'objectif puis les informations que vous avez partagées. Donc, quelqu'un ne devrait pas sortir normalement de votre atelier avec plus de questions que de réponses, à moins que ce soit l'objectif de votre atelier de vraiment amener à la réflexion. Donc, dans ce cas-là, c'est bien qu'ils repartent avec plus de questions que de réponses. Mais dans les autres cas, si c'est vraiment de la formation puis vous avez un objectif à atteindre, de vraiment s'assurer que tout le monde a une bonne compréhension. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un exercice. Donc, avant peut-être de me lancer dans l'explication de l'exercice, je vais vous poser, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'était pas nécessairement clair ou tout va bien, ça fait du sens, puis vous ne vous demandez pas pourquoi vous êtes dans cette formation-là parce que vous ne comprenez rien? C'est bon, je vois des sourires. Bien. Vous pardonnerez mon sens de l'humour avant dîner, il n'est jamais très bon. Mais mon après-midi, remarque. Parfait. Donc, ce que je vais faire maintenant, en fait, comme exercice, on va rester encore une fois dans la même salle, mais je vais me taire, puis je vais demander à Catherine et à Laetitia de se taire aussi, pour vraiment vous laisser prendre le lead. Donc, vous êtes un comité local et vous avez la tâche de former les nouveaux et les nouvelles membres qui se sont récemment joints à votre comité. Donc, j'ai préparé, en fait, on a préparé un petit document que je vais partager dans le chat. Et donc, je vais vous laisser, une fois que je vais avoir fini d'expliquer, je vais vous laisser tous vous ouvrir vos micros, puis nommer une personne qui va être en charge de remplir le document. Mais dans le fond, le document, c'est simplement, c'est les mêmes questions qui sont sur le formulaire, qui sont sur mon PowerPoint en ce moment. C'est-à-dire, OK, si on veut former les nouveaux et les nouvelles membres qui se sont joints à notre comité, qu'est-ce qu'on veut qu'ils apprennent? Qu'est-ce qu'on veut qu'ils retiennent de notre formation? Puis on vous demande d'identifier les points clés que vous pensez que des nouveaux membres doivent savoir ou doivent apprendre quand ils joignent à un comité. Donc, c'est quoi votre objectif? Votre objectif, on vous le donne un petit peu, c'est former les nouveaux membres du comité. Mais qu'est-ce que vous voulez spécifiquement que ces gens-là retiennent? C'est quoi vos informations clés que vous devez partager? Donc, qu'est-ce qu'ils doivent savoir à propos de l'EUMC? Comment est-ce que vous allez faire ça? Est-ce que ça va être une animation, plus une discussion? Puis comment est-ce que vous allez intégrer des parties qui... Donc, si vous y allez avec une discussion, est-ce que vous allez avoir un flip chart, un PowerPoint? Est-ce que vous allez avoir un exercice à la fin? Donc, juste commencer à planifier ça. Puis, pensez à c'est quoi les ressources qui sont déjà existantes. Donc, basez-vous vraiment sur votre expérience personnelle en tant que membre de comité. On a des gens qui sont très nouveaux. On a des gens qui sont avec l'EUMC depuis un petit bout de temps.
On a des gens qui sont dans l'association étudiante, on a des gens qui sont des staffs. Donc, allez-y vraiment avec votre expérience personnelle. Puis, donc, vous êtes en soi une ressource. Puis, comment est-ce que vous pouvez vous assurer que les membres du comité ont une bonne compréhension des informations partagées? Donc, c'est vraiment, dans le fond, de faire un brouillon de ce à quoi ressemblerait une formation pour des nouveaux membres et des nouvelles membres. Je ne vous demande pas d'aller à fond dans le contenu, puis de dire, bon, ben la formation va durer 1 heure, on va parler de ça, voici. Donc, allez vraiment rester en surface. Puis, c'est ça, vous pouvez vous aider du petit document Google pour pouvoir vraiment assigner quelqu'un pour prendre des notes directement dans le formulaire pour que, comme ça, après ça, nous, on le reçoive. Est-ce que vous avez des questions? Parfait. Donc, je demanderai à tout le monde de démuter son micro, puis de participer à la discussion. Je vous laisse chacun mettre en pratique vos capacités de leadership pour amener tout le monde à participer. Puis, Catherine Létiep, moi, on reste là si jamais vous avez des questions. Mais c'est normalement comme si vous étiez un comité local. On n'est pas là avec vous, mais on est là toujours. Puis vous pouvez toujours nous contacter si vous avez des questions. Donc, je vous laisse peut-être une dizaine de minutes pour travailler là-dessus. Puis après ça, on va revenir tout le monde ensemble. Bon, c'est sûr que c'est vraiment, c'est un exercice, puis on ne vous donne pas beaucoup de temps, puis on applique la formation, mais c'est quelque chose, dans le fond, que je veux vous proposer. Donc, comme vous allez avoir accès aux slides, puis vous pouvez garder le lien pour le petit Google Form. Si vous voulez vous exercer par la suite par vous-même, donc faire un petit devoir qui est en aucun cas obligatoire, là. Vous n'êtes pas noté, il n'y a pas rien de rattaché à si vous complétez ça ou pas. Mais si vous voulez faire l'exercice pour vous-même, devoir d'appliquer et d'essayer de bâtir une formation, quelque chose que vous pourriez pousser un petit peu plus loin avec votre comité local quand l'école va recommencer. C'est quelque chose que vous pouvez faire. On le laisse à votre disposition. On va le partager aussi pour que vous y ayez accès. Donc, n'hésitez pas à le faire. Puis, vous pouvez toujours nous le soumettre aussi si jamais vous avez des questions, des commentaires, vous voulez un petit peu de feedback sur, bon, ben, voici comment je pense présenter ça. Équipe de l'EEMC, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'ai oublié certains détails? Parce que souvent, c'est difficile d'avoir comme la vue d'ensemble de tout ce qu'on veut présenter parce que justement, quand on est nouveau, nouvelle, on veut tellement tout dire puis que tout le monde soit tellement au courant de tout. Donc, souvent, c'est de trouver aussi le juste milieu puis une balance entre c'est quoi l'information qu'on veut partager maintenant, c'est quoi l'information qui peut attendre plus tard aussi. Donc, n'hésitez pas à faire l'exercice, même si c'est pour vous-même, même si vous ne voulez pas nous le soumettre, amusez-vous. C'est quand même intéressant, je trouve, comme petit exercice. Donc, c'est ce qui conclut la formation de ce matin. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Avant que vous partiez, je vais laisser l'espace pour des questions, mais il y a une petite évaluation à remplir. Donc, c'est vraiment pas très long. Et donc, vous pouvez le faire une fois après avoir quitté Zoom, mais ouvrez-le avant parce que vous n'aurez plus le lien après. Mais on demande à tout le monde de remplir la formation, de remplir l'évaluation juste pour qu'on puisse faire un suivi puis constamment améliorer nos formations. Donc, si vous avez des commentaires, si vous voulez juste nous dire à quel point on est génial ou si vous voulez nous dire « Oh mon Dieu, c'était bien trop long, Sophie, tu parles bien trop », c'est vraiment la place pour aller partager l'information avec nous. Donc, je vous invite tous et toutes à aller remplir le petit formulaire d'évaluation maintenant. Puis, je vous souhaite une bonne journée. Je reste là si vous avez des questions.
Je vais juste faire une petite pub pour notre formation la semaine prochaine. Là. C'est jeudi le 18 juin à 14h. C'est sur le programme d'étudiantes et d'étudiants réfugiés, l'immigration forcée, le contexte mondial des réfugiés, la crise mondiale. Donc, il va y avoir beaucoup d'informations et que j'espère vous y voir, mais aussi si vous voulez passer l'information aux autres membres de votre comité local, ça serait super qu'ils puissent se joindre à nous. Sinon, bien, vous pourrez utiliser la formation d'aujourd'hui puis le contenu de la semaine prochaine pour les former à votre tour.